Bonjour à tous, donc effectivement je suis Romane Dassin, je suis neuropsychologue et je travaille depuis plusieurs années sur des travaux de recherche autour de la mémoire autobiographique dans la schizophrénie. Et donc je vais essayer de vous montrer en tout cas l'une des techniques en particulier qui utilise des appareils photoportables et de vous expliquer en quoi cette technique-là pourrait aussi présenter un intérêt au niveau motivationnel chez ces patients. Alors, est-ce que ça marche pour moi ? Oui. Alors, j'ai commencé par la mémoire autobiographique. Donc très rapidement, c'est un système mnésique qu'on a en tant qu'être humain et qui nous permet de retenir les expériences que l'on vit personnellement dans son parcours de vie. Et elle nous permet à la fois d'accéder à des événements bien spécifiques qu'on arrive à dater dans le temps, à situer dans un espace bien particulier. Elle nous sert aussi, et c'est ce qu'on appelle la composante narrative, à dégager des connaissances sur nous-mêmes. Sur la base de toutes les expériences qu'on traverse, eh bien, ça nous permet de nous définir, de définir notre personnalité. Alors moi, je vais vous parler essentiellement de la composante expérientielle, c'est-à-dire celle qui nous permet d'aller retrouver des souvenirs très précis. Alors, dans la schizophrénie, il y a de nombreuses études qui ont montré que cette mémoire autobiographique, elle pouvait présenter différents niveaux de fragilité. Le premier concerne la spécificité des souvenirs qui sont rapportés par ces patients, qui ont tendance à être moins spécifiques que ceux de la population générale, c'est-à-dire que ces personnes ont tendance à rappeler des événements étendus dans le temps en ayant une difficulté à aller accéder à des souvenirs très précis ayant duré moins de 24 heures. Ensuite, leurs souvenirs semblent moins riches en détails que ceux de la population générale. Et puis, il semble avoir une difficulté au niveau du phénomène de reviviscence, qui est en fait notre capacité, quand on se rappelle d'expériences qu'on a traversées, notamment des expériences fortes en émotions, on peut avoir cette sensation de revivre mentalement l'événement qu'on a vécu. Et cette dimension-là est aussi fragilisée dans la schizophrénie. Et l'ensemble de ces particularités semble en fait découler d'une difficulté au niveau du processus d'encodage en mémoire, donc notre capacité à enregistrer les informations au moment où on vit nos expériences personnelles. Alors un petit mot sur la motivation intrinsèque qui est le thème de ce congrès. Donc comme ça a déjà été dit ce matin, la motivation intrinsèque, c'est cet état interne qui nous permet d'activer, de dynamiser notre comportement pour lui donner une direction bien précise. Et dans la schizophrénie, et notamment dans le contexte de la remédiation cognitive, cette motivation, elle peut également être difficile à mobiliser, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans la schizophrénie, les troubles cognitifs se développent de manière insidieuse. Ça veut dire qu'ils arrivent progressivement dans le parcours des patients. À l'inverse, par exemple, des lésions cérébrales acquises où les troubles cognitifs arrivent de façon nette et brutale, ce qui peut rendre difficile leur identification par les patients. Et si les patients n'identifient pas les difficultés cognitives qu'ils traversent, eh bien, ils peuvent avoir évidemment de la difficulté pour être motivés à les travailler derrière. Ensuite, on en a parlé aussi juste avant, de la symptomatologie négative chez ces patients, et notamment de l'apathie qui peut mettre à mal la motivation intrinsèque. Une autre composante qui a été identifiée dans la schizophrénie, c'est que ces personnes ont une moindre compétence perçue, c'est-à-dire un sentiment d'efficacité personnelle qui est affaibli, et ça peut être le résultat de la stigmatisation qui est associée à ce diagnostic psychiatrique. Ça peut aussi être le résultat d'une exposition répétée à des situations d'échec, notamment au niveau scolaire ou au niveau professionnel. Et puis un dernier facteur qui peut aussi fragiliser la motivation intrinsèque, et ça c'est vrai pour la schizophrénie, mais en fait c'est vrai pour nous tous, c'est la nature de la tâche à accomplir. Et il a été montré, alors c'est sur cette nature de la tâche que nous, en tant que neuropsychologues, on peut notamment agir. Il a été montré qu'on était plus motivé à accomplir une tâche quand on avait bien compris quels étaient ses objectifs, quand on arrivait à percevoir quel était l'intérêt pour soi-même, quand la tâche était attractive et lorsqu'elle nécessitait peu
peu d'investissement ou un coût en tout cas qui n'était pas trop élevé. Donc notre rôle en tant que neuropsychologue ou psychothérapeute, c'est d'essayer de proposer aux patients des tâches qui sont concrètes, personnalisées et utiles, mais aussi qui sont agréables et qui sont peu fatigantes pour les personnes qu'on accompagne. Alors, je reviens à la mémoire autobiographique et comme je vous le disais, notre objectif va être d'agir au niveau de l'encodage des informations. Et pour ça, il existe 2 techniques principalement, qui sont la méthode du journal écrit et la méthode de l'appareil photo portable. Alors, la méthode du journal écrit, elle invite en fait les participants à écrire quotidiennement dans un journal le contenu des événements qu'ils traversent. Et puis c'est ce contenu écrit qui ensuite sera utilisé pour raviver, soutenir leurs souvenirs personnels. La méthode de l'appareil photo portable, elle est très différente puisqu'en fait elle suppose que le participant va être amené à porter un appareil photo. Alors c'est des petits appareils photo qui soit se portent autour du cou avec un cordon, soit se clipsent sur le vêtement. Et là, c'est l'appareil photo portable qui prend de façon tout à fait autonome des photos à un rythme d'environ 30 secondes. Donc toutes les 30 secondes, il prend une photo sans l'intervention de l'utilisateur. Et c'est donc ces photos-là qui seront ensuite utilisées pour soutenir leurs souvenirs autobiographiques. Alors la méthode du journal écrit, elle présente plusieurs inconvénients, à savoir que c'est une méthode qui est très chronophage pour les patients, qui leur demande un temps considérable, quotidien, et donc qui requiert un niveau de motivation très élevé. D'autre part, c'est un matériel qui, puisqu'il est construit par le patient, va être limité aux éléments qu'il aura été en mesure d'encoder. Or, c'est justement ça qu'on cherche à travailler. Et donc là, on utilise un matériel qui, d'emblée, va se limiter à ce qui aura pu être encodé en mémoire. Et puis, le dernier point, et ça, c'est plutôt une préoccupation de chercheurs, mais c'est vrai qu'avec cette technique, finalement, on n'a pas de possibilité de vérifier, finalement, l'exactitude des informations qui sont notées dans le journal écrit par le participant. À l'inverse, la méthode de l'appareil photo portable, puisque son utilisation est passive, eh bien, elle libère un petit peu d'investissement de la part des participants et elle requiert effectivement beaucoup moins de motivation. Et donc, les ressources qui ne seront pas utilisées pour construire le matériel de remédiation pourront être utilisées en séance au moment où on travaillera en séance de remédiation cognitive. De plus, le matériel qui est récolté par les appareils photo, il est entre guillemets illimité parce que, ne serait-ce que sur une photo, en fait, on a une quantité assez importante d'informations, parmi lesquelles des informations qui n'auront potentiellement pas été encodées par les participants et donc qui viendront enrichir leur encodage naturel. Et puis, en tant que chercheur, on a, avec cette méthode-là, un peu plus de contrôle, en tout cas pour les informations qu'on peut vérifier visuellement. Alors bon, là c'était un exemple un petit peu pour les deux méthodes pour un même événement, mais bon, malheureusement je ne pourrais pas mettre en marche la vidéo à droite, mais il faut s'imaginer que voilà, c'est des images qui ont été récoltées pendant un événement particulier. Donc là c'est un trajet à vélo et l'idée c'est qu'elles vont défiler à la manière d'une vidéo assez dynamique. Et donc c'est une technique, l'appareil photo portable, qui n'avait jamais été testée dans un contexte psychiatrique. Et donc notre question de recherche, c'était quelle efficacité ça pourrait avoir pour des personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie. Et donc j'ai mené une étude de cas multiples que j'ai proposée de façon individualisée à des personnes qui présentaient une plainte en mémoire autobiographique, ce qui est en fait le point de départ de tout projet de remédiation cognitive, puisque c'est cette plainte-là, c'est l'identification des difficultés par la personne elle-même qui va ensuite débloquer cette motivation à travailler dessus. Donc on leur a proposé de porter l'appareil photo portable dans des événements de leur choix, ce qui finalement leur donnait une part très active dans la construction du programme de remédiation cognitive. Et puis on a suivi ces personnes et leurs souvenirs sur une durée d'1 an après le vécu des événements, ce qui nous a permis de voir si les effets qu'on observe au moment des entraînements perdurent dans le temps. Donc on l'a proposé à 3 participants qui avaient pour objectif initial de retrouver plus facilement leurs souvenirs personnels, pour ensuite être plus à l'aise pour les partager en société, et puis pour pallier, en tout cas pour un des participants, à une mémoire qu'il qualifiait de mémoire fragmentée et parcellaire.
Donc on leur a proposé de récolter 24 événements, donc de porter l'appareil photo pendant 24 événements de leur choix. Et sur ces 24 événements, on en a entraîné 10 avec les photos collectées, 10 avec la méthode du journal écrit, et puis il y en a 4 qu'on n'a pas du tout entraîné, ce qui nous servait de condition contrôle, pour voir un peu comment évoluer les souvenirs naturellement pour les patients sans entraînement. Et puis les méthodes d'entraînement étaient, chaque souvenir entraîné faisait l'objet de 6 entraînements. Et donc, on a demandé régulièrement aux participants de nous raconter ces différents souvenirs pour voir comment est-ce qu'ils évoluaient dans le temps. Et pour chacun de ces rappels, en fait, on dénombrait le nombre de détails qu'ils étaient en mesure de raconter. Et ça, jusqu'à 1 an de distance. Donc voilà les résultats pour les 3 participants combinés, donc quand on moyenne la quantité de détails de l'ensemble des participants. Et sur la droite, c'est chaque participant indépendamment les uns des autres. Donc ce qu'on remarque déjà visuellement, c'est que en vert, donc ce sont les souvenirs qui ont été entraînés avec la méthode de l'appareil photo, eh bien, ils sont rappelés de façon beaucoup plus riche que les souvenirs qui ont été entraînés avec un journal, donc c'est la condition rouge. Et également plus riches que ceux qui n'ont pas du tout été entraînés. Et on voit même qu'en fait, les conditions journal et absence d'intervention ont tendance à évoluer de la même manière dans le temps, ce qui suggère que entraîner des souvenirs avec un journal écrit ou ne rien faire du tout, dans le temps, ça revient en fait au même. Et ce qui nous a intéressé aussi au niveau de ces résultats, c'est que la quantité de détails qui étaient racontés par les participants pour les souvenirs entraînés avec l'appareil photo, cette richesse en détail, elle était équivalente jusqu'à 6 mois de distance comparativement au jour J où ils ont vécu l'événement. Ce qui veut dire qu'ils étaient capables de rappeler la même quantité de détails pendant au moins 6 mois après l'intervention. Alors, à côté de cette mesure de la richesse en détail, on a bien sûr demandé aux participants de nous donner leur retour subjectif, c'est-à-dire un retour d'expérience pour savoir comment est-ce qu'ils avaient vécu le programme de remédiation. Et puis, on leur a d'abord demandé de comparer les 2 méthodes. Et de façon unanime, en fait, ils ont tous préféré la méthode de l'appareil photo portable, et ça pour différentes raisons. La première, c'est que certains n'étaient pas du tout à l'aise à l'idée de devoir rédiger et lire un contenu qui en plus était connu, puisque c'était le résumé qu'ils avaient eux-mêmes écrit, et donc finalement c'était une méthode qui, pour les patients, ne représentait pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, c'est parce que cette méthode de l'appareil photo, comme on le supposait, avait été jugée plus facile, plus confortable pour les participants. L'un des participants a notamment dit que le fait d'être confronté aux images, c'était quelque chose de beaucoup plus vivant et de beaucoup plus immersif. Il se sentait plus immergé dans l'expérience de vie. Et puis enfin, il y a un 3e participant qui a dit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, lui avait déjà cette habitude de prendre des photos. Et on est beaucoup, je pense, à avoir déjà cette habitude de sortir le téléphone et de prendre des photos et de faire des albums photos, etc. Or, il n'avait pas du tout cette habitude d'écrire dans un journal. Donc finalement, il avait déjà une affinité, une familiarité plutôt plus accrue pour le système photo par rapport au système journal écrit. Et puis ensuite, sur les aspects plus fonctionnels, eh bien, en fait, le fait de voir les images, ça a permis aux participants d'identifier les éléments qu'ils n'avaient pas encodés et donc d'enrichir leurs souvenirs. Et comme je le disais, le fait d'identifier quelque chose qui n'a pas été encodé, c'est aussi le point de départ pour ensuite développer des réflexes et des automatismes et généraliser les effets de la remédiation dans sa vie quotidienne. Alors, on a répliqué exactement la même étude avec une participante, cette fois-ci, qui avait un diagnostic différent, un diagnostic de troubles bipolaires de l'humeur. Alors, voici les résultats pour cette personne. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'ils sont beaucoup moins contrastés que pour les 3 participants précédents. Notamment, on voit qu'il y a moins de différence entre l'appareil photo en vert et puis le journal écrit en rouge. Et ça, on l'explique notamment par le fait que c'est une dame qui a fait tout un parcours d'études littéraires, Cagnes-Hippocagne, et qui a fait toute sa carrière comme bibliothécaire. Et donc elle était déjà familiarisée en fait avec la pratique de la lecture, de la rédaction. Et donc c'est pour ça qu'elle a probablement bénéficié dans une plus grande mesure de la méthode du journal.
Néanmoins, à côté de cette mesure objective, quand on lui a demandé son avis, elle était elle aussi plus satisfaite de la méthode de l'appareil photo portable, parce que même si elle avait cette affinité particulière avec le côté littéraire, et bien en fait le journal écrit, ça lui a quand même demandé d'identifier quels étaient les éléments importants à retenir, d'en faire la synthèse, et donc ça a été quelque chose d'assez contraignant pour elle. Et puis sur l'aspect plutôt fonctionnel, ce qui était vraiment très très intéressant et pas forcément attendu, c'est que implicitement le fait de porter un appareil photo portable et de se dire voilà, je vais entraîner mes souvenirs avec des photos qui vont être récoltées, ça l'a en fait encouragée à sortir de chez elle et à faire des activités qui visuellement allaient être intéressantes à regarder. Et c'est une dame qui avait vraiment perdu cette habitude de sortir de chez elle depuis des années. Et donc ça l'a finalement remotivée à retourner sur son ancien lieu de travail, à aller voir des expositions, à se rendre dans des musées, ce qu'elle avait vraiment perdu l'habitude de faire. Et comme elle le dit, finalement ça a fait ressurgir des ressources qui étaient bien enfouies mais qui demandaient qu'à ressurgir. Donc en conclusion, sur ces deux méthodes-là, ce qu'on a constaté, c'est que l'appareil photo est la seule méthode qui permet d'augmenter la richesse en détail racontée par les participants, et ça jusqu'à 1 an de distance. Que c'est aussi une méthode qui permet de prendre conscience des éléments qui n'ont pas été encodés initialement. Sur le plan subjectif, c'est une méthode qui, de façon unanime, a été préférée par les participants parce qu'elle est plus immersive, plus confortable et plus proche des habitudes naturelles des participants. À l'inverse, le journal était plutôt jugé contraignant puisque ça nécessite des capacités rédactionnelles et des capacités de synthèse. Et puis, il y a eu cet effet motivationnel assez intéressant chez la dernière participante avec la redécouverte d'activités, mais aussi la redécouverte de ressources enfuies. Tandis que le journal avait plutôt tendance à confronter les participants à leurs difficultés. Donc finalement, je vous parlais de la nature de la tâche au début de ma présentation. Et ce que suggèrent les résultats de ces deux études, c'est qu'en agissant sur la nature de la tâche, on peut non seulement améliorer le cœur du programme de remédiation, qui était la mémoire autobiographique, et donc la richesse en détail des souvenirs autobiographiques, mais on pourrait aussi, de façon indirecte, agir sur cette symptomatologie négative, sur le niveau de compétences perçues des participants, et donc agir aussi bien sur la mémoire autobiographique et la motivation intrinsèque des participants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.